toutes les personnes qui se sont intéressées en fait au jeu, en fait, ils étaient heureux. Il y a personne qui dira, ben non, c'était nul. Donc je me dis, mais c'est que je vais vraiment très mal pour que ma grand-mère puisse me dire ça. Ben je suis comme la majorité des Français, hein. Moi je suis fan de Zizou, quoi. Je me dis, mais waouh, je suis une femme noire, et je vais être en fait à la tête de cette délégation. C'est une dinguerie, comme diraient les jeunes. Salut Marie-Josée Pérec, on a plein de questions à te poser. Certaines sont plus légères et d'autres plus sérieuses. Est-ce que tu es prête? Bonjour Marie-Jo Pérec. Bonjour. Bienvenue chez Combini. Aujourd'hui, on va parler de médailles d'or, de vasques olympiques, de dépression, de souvenirs. Tu es prête? Oui, je suis prête. Comment tu vas aujourd'hui? Aujourd'hui, il fait super beau, donc je vais très très bien. Tu as inspiré des milliers de femmes, de jeunes femmes, certainement aussi des jeunes hommes. Mais toi, qui t'a inspiré? Qui tu regardais petite ou qui tu écoutais, je crois, petite? Moi, quand j'étais petite, j'écoutais beaucoup ma mamie, qui était la maman de ma mère. En fait, c'était quelqu'un qui rêvait de grandes figures, qui en parlait beaucoup. Et je pense que mon parcours... sûrement toutes ces envies de se dépasser, de faire des choses extraordinaires, ça vient de ma mamie. Finalement, l'athlétisme est arrivé un petit peu tard dans ton parcours de jeune femme. Toi, tu te voyais faire quoi, petite, en Guadeloupe? Alors, je trouvais que la Guadeloupe était très petite et je rêvais de partir. En fait, je rêvais de voyager, d'aller loin, d'aller très loin. Mais je ne savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Je ne savais pas. Au début, je n'avais pas vraiment de direction. Enfin, je me suis cherchée longtemps. Voilà, on va dire ça. Et comment t'es tombée dans la marmite de l'athlétisme? Waouh. Alors, comment je suis tombée dans cette marmite? J'ai été découvert à l'école, tout simplement, un cours de EPS. La prof demandait aux élèves de courir à 60 mètres. Lorsque c'était mon tour, elle a regardé son chrono en disant « mais il n'a pas fonctionné là, il y a un truc ». Donc elle m'a demandé de recourir. Et il s'est avéré que je courais très vite. Mais ça, je le savais, parce qu'en école primaire, j'étais quasiment la plus rapide de mon école primaire. Je faisais souvent des petites compètes avec les élèves, hein, et j'étais déjà connue pour ça. Voilà. Et est-ce que tu as tout de suite pris du plaisir ou est-ce que c'est parce qu'on t'a un peu poussé à le faire via la voix de différents professeurs que tu as commencé à te dire « bon, je vais en faire mon métier ». Alors à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait faire ce sport-là comme profession. Mais je dirais qu'au début, c'était pas facile. Parce que je suis arrivée à Paris, j'étais pas très bien, enfin ma famille me manquait, la manière dont on vit en Guadeloupe aussi, ça me manquait terriblement, le soleil, la plage, enfin le vivre dehors pieds nus avec un short et un débardeur en tongs quelquefois. Aller à la rivière, enfin toutes ces choses-là me manquaient et donc j'avais du mal en fait à me concentrer sur le travail strict qu'on demandait à l'INSEP, qui n'est pas l'INSEP d'aujourd'hui, puisque tout a été rénové. Donc, c'était en fait un centre d'entraînement assez basique. Tout était gris. Donc, forcément, quand on vient de Guadeloupe, on a, en tout cas, la majorité des gens qui venaient de l'outre-mer, en fait, avaient du mal à trouver leur place dans ce centre-là. Donc, pour moi, c'était pas évident au début. Je dirais que j'ai mis 4 ans avant de prendre le bon chemin. Et puis j'avais ma mamie derrière qui parlait beaucoup, en tout cas qui me disait, de toute façon, tu peux toujours revenir à la maison, fais ce que tu as à faire. Enfin, qui était, moi je pense que c'est la personne en fait qui avait vraiment du bon sens, parce qu'elle ne connaissait pas ce monde-là, hein, mais elle avait vraiment du bon sens et elle donnait de très bons conseils. Et conseil que vous n'avez pas écouté d'ailleurs, mais ça c'est un peu plus tard, c'est quand vous rentrez de Sydney, qu'elle vous voit à la télé et elle vous dit
Je crois qu'elle vous dit, il faut que tu ailles voir quelqu'un et vous ne l'avez pas fait. Ouais. En fait, elle me dit, quand je rentre de Sydney, moi je rentre chez moi, je suis complètement déprimée. Et en fait, elle me dit tout d'abord, il faut que tu ailles t'expliquer, il faut que tu fasses une interview et que tu expliques vraiment ce qui s'est passé. Et je dis, ben non, j'ai pas du tout envie, j'ai pas la force pour ça, je suis au fond du trou, je veux juste voir personne. Et en fait, elle me dit, non, non, il faut le faire. Donc je fais cette interview où j'explique. Mais derrière, quand elle me voit à la télé, elle me dit, mais il faut vraiment que tu ailles voir quelqu'un parce que tu vas mal. Et je me dis, mais ma mamie, guadeloupéenne en plus, en fait, les gens de ces générations-là n'envoyaient pas leurs enfants ou leurs petits-enfants voir un psy. Donc je me dis, mais c'est que je vais vraiment très mal pour que ma grand-mère puisse me dire ça. Et là, je l'écoute pas parce que je me dis, mais de toute façon, je suis très forte, je vais m'en sortir et que tout ira bien. Et en fait, non. Je mets des années en fait à me sortir de ça parce que je pense que je peux faire les choses autrement. Et d'ailleurs, je l'ai fait autrement. Mais j'ai aussi mis beaucoup de temps en fait à sortir de ça. Sincèrement, ce qui m'a vraiment aidée, c'est quand je connaissais en fait des gens à l'UNESCO, donc j'avais fait pas mal de projets avec eux en Afrique. J'avais l'habitude en fait de faire des voyages humanitaires, et donc j'ai recommencé en fait à les faire. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a aidée. C'est-à-dire quand on part, qu'on va faire des choses pour les autres, on se rend pas compte, mais finalement ça nous fait aussi du bien. Parce qu'on fait des choses qui sont vraies, on est dans l'authenticité, on est dans le vrai, et quand on revient, en fait on se plaint pas parce qu'en fait on a vu des choses très dures, et en fait on se dit mais je me plains de quoi? Enfin, j'ai à boire, j'ai à manger, j'ai un toit, tout va bien quoi. Donc je pense que c'est comme ça que je me suis sortie de cette dépression. Voilà. Et aujourd'hui, vous mettez un mot. La dépression aujourd'hui, la santé mentale est quelque chose dont on parle beaucoup plus dans le sport, notamment grâce à Simone Biles, Naomi Osaka. Les sportifs aussi sont suivis. Ici, Teddy Riner nous disait qu'il avait la même psy depuis l'âge de 14 ans. Comment vous voyez cette évolution-là? J'imagine que vous êtes rassurée de voir ça, notamment vis-à-vis de votre parcours. Alors, quand on a commencé à en parler, je me suis dit enfin. Alors déjà, on met un mot là-dessus, donc c'est très important. Il y a pas mal de sportifs qui sont suivis. Alors, tout le monde ne l'est pas, malheureusement. C'est pas encore vraiment rentré dans les mœurs vraiment, mais il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et je pense que des gens comme Teddy, il le met vraiment en avant, il explique vraiment ce qu'il fait. Je pense que c'est important pour ceux qui arrivent derrière, parce que je pense que vraiment tous les sportifs doivent être suivis, tous. Il faut savoir que, donc forcément, moi, je suis ravie de ça. Quand Simone Biles, en fait, elle est sortie, pendant des semaines, moi, j'ai eu une quantité de journalistes, en fait, qui m'ont appelé pour me dire, ah ben, en fait, on a compris Sydney. J'ai payé le prix fort pour beaucoup de gens. Je pense qu'avant moi, parce que j'avais discuté avec Yannick Noah, qui m'avait aussi dit que en fait, à son époque, c'est quasiment la même chose, hein. Enfin, il avait explosé en vol, mais que pareil, en fait, on ne mettait pas de mots en fait sur ce qu'il avait eu, et on pensait qu'il faisait sa star. Je crois que c'est le mot qui m'a dit. C'est tellement important que les sportifs en parlent parce que en fait, autour de nous, il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas bien. Je pense que lorsqu'un sportif raconte que ça va pas, lorsqu'il dit ouais je suis malade, j'ai des problèmes mentaux, je pense que les gens dans la société, la parole va se libérer parce que un sportif, il est considéré comme quelqu'un qui est très fort, quelqu'un qui est en fait c'est un rôle modèle. Donc le fait que le rôle modèle ils disent écoutez, moi aussi, je suis humaine et en fait, je rencontre des problèmes et je me soigne.
Je pense que ça va faire en fait aussi avancer la société, que les jeunes qui vont pas bien, parce qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui vont pas bien, et encore plus depuis le Covid, en fait vont aussi d'un coup dire en fait ça va pas, et donc je pense que c'est une bonne chose. Mais il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, ouais, il y a encore du boulot. Il y a quelque chose qui a dû être compliqué aussi, à la fois lorsque vous arrivez en France et en même temps quand vous commencez votre carrière, c'est que vous avez été surnommé l'antilope, la gazelle. Vous avez fait face à beaucoup de représentations à la fois racistes, aujourd'hui avec le recul, on le dit, mais aussi sexistes. Et je pense notamment à cette photo de dos dans l'équipe, qui vous a fait, je crois, dégoupiller quelques mois après en conférence de presse, mais a raison. Avec le recul, est-ce que vous vous en rendiez compte sur le coup? Alors j'imagine les représentations sexistes, oui, mais les représentations racistes, peut-être pas. Si, parce que moi j'ai été très au fait de tout cela. Moi j'ai grandi dans une maison où en fait on en parlait. D'ailleurs ma mamie elle me disait n'oublie pas tout ce que tu fais, en fait ça doit être parfait. Parce que en fait tu ne dois pas être attaqué. Donc en fait on est quasiment toujours en train de se scruter pour bien faire les choses. Donc moi je trouve que c'est une pression énorme. Et puis ma mamie elle me disait, tu sais, si toi tu fais quelque chose de pas bien, ça rejaillit en fait sur cette communauté. Donc faut rester droit. En 1996, tu es porte-drapeau à Atlanta, et Céline Dion avait aussi chanté d'ailleurs à cette cérémonie. Wow. Tu vois de tes propres yeux Mohamed Ali allumer la vasque olympique. Et c'était pour toi beaucoup de symboles, parce que c'était à Atlanta, la ville de Martin Luther King. Il y avait Mohamed Ali, que ta grand-mère admirait, je crois. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Et 2024, du coup, comment ça a aussi résonné en toi? Parce que c'était un parallèle assez fou avec ce que tu avais vécu plus tôt, quoi. 96, moi je vis à Los Angeles, donc je suis dans un camp d'entraînement chez les Américains. Et je décide en fait de faire ce doublé parce que je veux marquer mon temps, je veux marquer l'histoire, je veux faire des choses qui n'ont pas été faites. Et en fait, quand je suis désignée porte-drapeau, je me dis mais waouh, je suis une femme noire et je vais être en fait à la tête de cette délégation. En fait, mon doublé, déjà c'est une pression, mais ça le devient encore plus parce que je suis désignée et que encore une fois, je dois être parfaite. Et puis tout ça se passe en fait à Atlanta, dans la ville de Martin Luther King que j'avais visité en fait auparavant. Il y a des rumeurs en fait où on dit que ça sera sûrement Mohamed Ali qui va allumer la vasque. Et donc je me dis mais en fait je peux pas être. Il y a trop de symboles d'un coup. Oui, c'est ça. Et je me dis mais en fait t'as pas le droit à l'erreur et faudra pas se rater. En fait ce mot il revient beaucoup. Et en fait pour moi je n'ai quand je le vois, en fait, Mohamed Ali allumer cette vasque, je me dis, mais en fait, ces jeux, il va falloir que ça se passe exactement comme je les ai prévus et pas autrement. En fait, il faudra que je rentre à la maison avec ces 2 médailles d'or. Et c'est une telle pression, en fait, que je me mets parce que finalement, personne ne me la met. Enfin, moi, je me mets juste des... Surtout qu'à l'époque, je précise que je crois que tu n'as pas communiqué sur le fait que tu ferais aussi le 200 mètres. Non, je communique très peu. En fait, moi, j'adore surprendre les gens. En fait, j'adore arriver, faire un éclat et puis repartir sans faire d'interview, sans faire de tout ça, parce que c'est comme ça que je conçois cela. J'ai envie que ce soit fait de la manière dont je le veux, quoi. Donc, quelquefois, je me fâche avec beaucoup de monde pour cela. En fait, je me complique la vie, finalement, parce que, en fait, je veux être authentique, quoi. Je veux être moi et je veux pas rentrer dans une case. Comme disent les jeunes aujourd'hui, tu voulais les choquer, quoi. C'est ça. J'adore. Bon, au final, tu fais ta 2e médaille d'or sur le 400 mètres et tu tentes et tu gagnes, tu remportes le 200 mètres. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là?
Ben, moi, je dis que c'est déjà très difficile d'être championne olympique sur sa discipline qu'on maîtrise, hein. Donc, être championne olympique sur une discipline qui n'est pas la nôtre, c'est juste hallucinant. Franchement, je ne sais pas si... enfin, pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Et pour quelqu'un qui ne parle pas habituellement, là, je fais une déclaration fracassante où je dis, ouais, je suis exceptionnelle. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'en veulent parce que je dis ça. Mais je pense que c'est vrai, puisque encore aujourd'hui, personne n'a fait ça. Franchement, sur toute ma carrière, je crois que c'est la plus belle course que j'ai réalisée. Ouais. Après Barcelone et Atlanta, il y a eu Sydney. Quand je Ouais. prononce ce nom, quand tu l'entends aujourd'hui, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? C'est effacé ou il y a toujours quand même une petite blessure au cœur? Moi, je dis que c'est Sydney Poitiers, non? Que tu as admiré? Ouais, je dis ça parce que pendant longtemps, quand les gens me posaient la question, ben, pour pas rentrer dans des explications, ben forcément, j'avais trouvé cette manière de passer à autre chose. Finalement, en fait, avec tout ce qui s'est passé, la personne que je suis, de la manière dont en fait ma carrière s'est déroulée, je pouvais pas partir autrement, sans faire de fracas. Enfin, c'était pas possible. C'est le coup de boule de Zidane, quoi. La fin en apothéose. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. En fait, il fallait que je fasse quelque chose de dingue, quoi. Donc voilà, ça m'a coûté beaucoup, mais je suis partie avec fracas. Voilà. Tu as été présentée comme parano à l'époque par les médias qui t'ont Ouais. poursuivi. Ça a été très difficile, mais les gens ne savent pas forcément que tu as été menacée. À ton hôtel, on est venu Ouais. te menacer. Ah ouais, ouais. Ouais. Et ça, les gens ne le savent pas ou l'oublient. Si, ils le savent, mais je pense que, en fait, comme j'étais quelqu'un qui, je faisais ce que je voulais, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient qu'une chose, c'est que je me casse la figure, que je me prenne le pied dans le tapis. Donc en fait, les gens ne m'ont pas donné la main. Et en fait, à Sydney, il y avait des journalistes, enfin, je vais pas dire lesquels, ils sont deux, en fait, qui savaient ce qui se passait. En fait, ils ont même essayé de m'aider. Enfin, il y en a un qui a essayé de m'aider et qui n'a pas réussi. Parce que quand, en fait, les Australiens, il y en a un en fait, qui a essayé de me trouver en fait, un logement pour que je parte de là où j'étais. Quand ils ont su que c'était pour moi, en fait, ils ont dit non. Et ce journaliste, en fait, il connaissait toute l'histoire puisque c'est lui qui les avait contactés. En fait, ces histoires ne sont jamais sorties. Il y a beaucoup de choses qui sont restées cachées, quoi. Hein. C'est quoi ton meilleur souvenir des Jeux Olympiques, de tous ceux auxquels tu as participé? Est-ce que c'est le 200 mètres ou est-ce qu'il y en a eu d'autres? Non, mais en fait, moi, j'aime bien dire Mohamed Ali qui allume la vasque. Ouais, parce que ça reste pour moi un truc de dingue, même si j'ai eu cet honneur et que je voulais être aussi la petite Mohamed Ali de ma mamie en allumant la vasque à Paris. Je crois que c'était mon rêve le plus fou. C'était vraiment le dernier que j'avais dans le sport. Et il a été honoré ou réalisé, je ne sais pas comment le dire. C'est un moment vraiment très très fort dans ma vie. D'ailleurs, quand Tony m'appelle le matin, je pleure, mais je suis vraiment en pleurs. Je suis tétanisée, enfin, j'arrive même pas à lui parler. Les mots ne sortent pas, en fait, c'est un truc de fou. Enfin, je crois qu'il a compris qu'il m'a vraiment fait un très très beau cadeau. D'être avec Teddy, parce que je pensais que j'étais avec Zidane jusqu'à la dernière seconde, mais vraiment. Et je pense que j'étais pas la seule. Il y avait que Teddy qui savait, hein, en fait. Lui, il m'a dit que lui, il savait que c'était moi, puisqu'on lui a dit qu'il y avait une femme et il ne voyait pas une autre. Donc ça, je suis trop fière, en fait, qu'il ait pensé que c'était moi. Mais j'avoue que moi, je suis restée connectée sur Zizou parce que on en a tellement parlé. Et puis, enfin, moi, je dois aussi dire que je suis comme la majorité des Français. Hein, moi, je suis fan de Zizou, quoi.
Donc ça m'aurait pas embêté d'allumer la vasque avec Zizou, quoi. Mais je trouve que c'est très fort que ce soit 2 personnes en fait qui viennent. Alors déjà, on est tous les 2 Guadeloupéens. Oui. Et c'est la première réflexion que vous vous faites quand vous tombez dans les bras l'un de l'autre, que vous comprenez que ce sera vous. Ouais. Et vous dites, ah, c'est la Guadeloupe. en fait, on dit, mais tu te rends compte. Je crois qu'à ce moment, quand on se voit, on se dit ah ouais, Guada, Guada. On se dit ça, on se dit même pas ouais, nous, on se dit Guada. Enfin, tu te rends compte, Guada, Guada est là, quoi. Enfin, on se dit un truc de ce type. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire qu'allumer la vasque. On croit juste qu'on allume juste du feu mais en fait, c'est pas du tout ça. En tout cas, pour nous, ça l'est pas. Enfin, c'est vraiment un message d'espoir, de fraternité. En fait, c'est tout ce que transpirent en fait les jeux, les valeurs des jeux. Et le fait que ce soit 2 Noirs qui allument cette vasque à Paris, juste après les législatives, ce qu'il y a eu, c'est dingue. Moi, je crois que c'est le plus beau message en fait qu'on aurait pu envoyer aux gens et de dire à ces populations qu'elles font partie de la France, quoi. Qu'on est français, qu'on nous respecte, qu'on est aussi chez nous. Moi, j'ai trouvé que c'était un très très beau message en dehors de toutes les émotions et de tout ce que ça a pu m'apporter, tout ce que je ressens, enfin tout ce que ça représente pour moi à titre perso, quoi. Voilà. Teddy donc s'est assis sur ce fauteuil il y a quelques mois et nous a expliqué comment ça s'était passé sur le moment avec toi, où vous vous donniez la main après avoir allumé la vasque et vous parliez sans que ça se voie. On se serrait la main, on se disait, en plus on parlait, ça se voyait pas. Oh, tu te rends compte? Ouais, non, c'était dingue. Comment c'était? T'as dû pleurer parce que déjà que tu pleurais le matin même. Mais à un moment, en fait, l'émotion, elle est tellement forte qu'à un moment, je lui ai dit donne-moi ta main. Et on nous a pas demandé de faire ça, quoi. Enfin, oui, parce qu'il y avait un protocole que vous aviez révisé, qui était assez strict. Vous aviez répété. Ouais. Et moi, je lui ai dit ça. Donc, on se donne la main. Et puis, franchement, je trouve que ce moment, il est juste, en fait, au feeling. Il est juste trop beau. Il est beau, il est bon. De se donner la main et en fait de vivre ce truc-là, mais c'est une dinguerie, comme diraient les jeunes. On comprend dans votre livre qu'après, comme disent les jeunes, vous les avez bien kiffés, ces JO. Tu es allé partout, voir plein de gens. Tu as croisé Carl Lewis, tu as vraiment vu à la fois des athlètes français, tu as revu aussi des anciens athlètes que tu avais croisés, j'imagine, dans ta carrière. C'était comment? Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ces JO? On nous force toujours à choisir un moment, mais je pense que tous les athlètes ont été vraiment géniaux. De toute façon, les gens disent « Ah, mais il y en a, ils sont passés à côté ». Déjà, faire les Jeux, c'est une expérience de fou. De les faire à la maison, c'est encore autre chose. Même ceux qui sont passés à côté, en fait, on apprend en fait de ces moments-là. C'est quelque chose qu'aucun d'entre nous ne va revivre de la même manière. Moi, j'ai fait plusieurs Jeux, il n'y en a aucun qui se ressemble. Donc, ce sont vraiment des moments uniques et précieux, quel que soit le résultat. Et moi, j'ai envie de dire, mais à la maison, c'était tellement dur, que en fait on devrait dire merci à tout le monde, merci à tous les athlètes qui ont participé à ça, parce que ça a demandé tellement de travail, tellement de sacrifices. Ouais, moi je sais pas si je dois dire des sacrifices, parce que quand on fait du sport de haut niveau, c'est parce qu'on aime ça, donc je pense peut-être pas que c'est des sacrifices. Mais en fait, ça a demandé beaucoup de boulot. Et je pense qu'on doit juste leur dire merci. Et moi, c'est pour cela que, comme je sais, donc j'ai essayé d'aller voir beaucoup de choses et d'aller en fait leur dire on est là, on vous aime, on vous donne toute l'énergie. On n'est pas à vos places. Mais en fait, en tout cas, moi, je suis là pour donner ce qu'on a et de dire qu'on est derrière vous. Donc, j'ai essayé d'aller un peu partout, mais c'était pas possible de tout faire. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. J'ai vraiment kiffé ce qu'ils ont fait.
c'était extraordinaire, quoi. Après, il y a des endroits où, par exemple, au Cécifoot, moi, j'ai trop kiffé ce truc parce que je connaissais pas du tout. De voir la Ola silencieuse, enfin, des choses comme ça. Enfin, c'était dingo. Et puis, enfin, quand on réfléchit, on se dit, mais en fait, ces jeux, ils ont rendu, toutes les personnes qui se sont intéressées, en fait, aux jeux, en fait, ils étaient heureux. Il y a personne qui dira, ben non, c'était nul. D'ailleurs, on l'a pas entendu. Et même des gens qui ne s'intéressent pas au sport, de loin, ils ont dit qu'ils étaient heureux. Et ceux qui étaient partis, certains ils sont même revenus sur la deuxième sur la deuxième mi-temps des Jeux, parce que pour nous, c'est comme ça qu'on dit en fait pour les Jeux paralympiques, c'était la deuxième mi-temps des Jeux. Dans ton livre, tu dis que j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que tu dis j'ai vu plein de gens, mais j'ai loupé Cathy Freeman, avec qui aujourd'hui j'ai une bonne relation. Et du coup, explique-nous un peu, vous revoyez. Alors, je sais que vous vous êtes parlé avant ton documentaire sur Canal, parce que tu avais dit une équipe va venir te voir. Quelle relation vous avez aujourd'hui avec Cathy Freeman, qui est celle, je le rappelle, où le monde entier vous opposait au moment de Sydney? Alors en fait, ce que j'ai dit dans mon livre, c'est que Cathy Freeman, en fait, on avait toujours été amies, que quand j'habitais à Los Angeles, en fait, elle venait chez moi quelques fois. Je crois qu'elle est venue à 2 fois, c'était au moment de son anniversaire, donc j'avais fêté son anniversaire à la maison. Donc en fait, les gens, ils ne savent pas ça. Et donc ce fight ou ce combat, enfin ce truc qui a été monté en fait durant les Jeux de Sydney, c'était un truc de journaliste, puisqu'en fait, nous, on était amis. On n'a jamais vraiment cessé de l'être. En fait, on s'est juste... moi, à un moment, je l'ai pas appelée, elle ne m'a pas appelée, parce que en fait, il y avait tout ça. Ensuite, on s'est revus sur les Jeux d'après Sydney. En fait, on s'était revus, puisque moi, je travaillais avec la presse et elle aussi. Mais en fait... il n'y a jamais eu d'histoire en fait avec Cathy Freeman. C'est juste hallucinant parce que dans la tête de tout le monde, en fait, on est 2 rivales qui sont fâchées ou qui ont un truc. Non. Et d'ailleurs, quand il y a eu le vote, en fait, pour reconnaître que le peuple aborigène était les premiers habitants en fait d'Australie, moi je lui avais envoyé un petit message, puisque ce vote en fait n'avait pas abouti, et j'avais envoyé en fait un message de soutien pour lui dire que je pense à elle. Et je trouve que le combat que cette fille en fait elle a mené, c'est un combat qui est très important. Et puis quelque part, avec le recul, je me dis heureusement que tout ça s'est passé comme ça. Cathy Freeman, aborigène, en fait, elle peut être championne olympique à Sydney. Est-ce que tu avais un petit rituel d'avant-course? Il me semble que tu visualisais une rivière. En fait, la préparation mentale n'existait pas. Et moi, j'avais développé en fait ce petit outil parce que j'avais très très peur avant les courses. Vu ce que je défendais, ça me mettait une pression de dingue, donc je vomissais, je dormais pas pendant une semaine avant les Jeux. Et en fait, à Barcelone, en fait, j'avais, en rentrant dans le stade, j'avais vraiment très très peur, et je me disais mais c'est pas possible, mon cœur il va s'en aller tellement il est à fond. Et donc j'ai commencé à me remémorer, je sais pas pourquoi. J'ai eu en fait des images de quand j'étais enfant en Guadeloupe. J'allais beaucoup pêcher à la rivière juste derrière chez moi. Enfin, je passais mes journées là-bas avec beaucoup de gamins, parce que dans mon quartier c'était rempli il y avait beaucoup d'enfants. Et je me suis en fait remémoré en fait ces moments où on pêchait aux écrevisses, où il y avait des éclats de rire, on se lançait de l'eau. Enfin, je me suis remémoré ce truc-là juste avant le départ de ma course. J'étais derrière mon start, et d'un coup, en fait, mon cœur, en fait, il a repris en fait des battements, on va dire, assez normales. Et en fait, j'ai découvert cette technique-là, et donc je l'ai utilisée par la suite durant ma carrière. Et aujourd'hui, ça s'appelle de la visualisation. Tu avais ta marionnette au Guignol. Tu as été beaucoup moquée, notamment
sur le fait que tu avais des sponsors et tu as été une des premières à t'organiser pour en avoir parce que, voilà, être une athlète, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, tu dois bien rigoler, non, quand tu dois voir les campagnes et les interviews, les sponsors partout. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te dis, moi, il y a 20 ans, on s'est foutu de moi, il y a 20-30 ans, on s'est foutu de moi, alors qu'aujourd'hui, plus rien ne se passe sans sponsor. Je dis que c'est... Moi, je suis ravie, en fait, pour les athlètes. Et je sais pas si vous avez vu, mais en fait, aujourd'hui, en athlée, par exemple, il y a un nouveau circuit qu'a monté Michael Johnson avec toute une équipe où, en fait, les athlètes gagnent beaucoup mieux leur vie. Donc, je sais pas si vous avez vu, en fait, il y a quelques semaines, Sacha Zoya, en fait, sur une course, il a gagné $1 million. Mais je trouve que c'est important parce que pour moi, par exemple, un gamin comme Sacha, c'est un gamin qui, en fait, il est doué dans beaucoup de choses. Et moi, pendant quelques années, au début, je me suis dit, mais on va peut-être le perdre parce qu'en fait, à l'athlée, il a besoin de gagner sa vie. C'est un coureur de haies, je précise juste. C'est ça. Et en fait, je trouve que c'est important, en fait, que les athlètes soient rémunérés. Quand on sait que... Je crois que c'était à Rio. Il y avait plus de la moitié des athlètes qui vivaient avec le RSA. Moi, je pense que c'est pas normal en fait de représenter son pays et puis d'être au RSA. Donc, je pense que il y a quand même beaucoup d'argent dans le sport. Le sport génère vraiment beaucoup d'argent, donc c'est normal que les acteurs soient rémunérés, quoi. Et c'est vrai que j'ai été la première. Alors, moi, je n'avais pas de modèle avant, donc j'ai fait un peu à ma sauce. Ça n'a pas toujours été bien fait, mais ça a le mérite d'exister. Et puis, je pense que dans la vie, c'est bien de tenter des choses, tout simplement. Maintenant, les athlètes... le font bien. Enfin, moi, je regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux et je trouve que ils ont une belle manière, en fait, de mettre tout cela en avant. Et je pense que lorsqu'une boîte vous accompagne, c'est normal qu'elle ait un retour. Non, moi, je suis ravie de les voir. Les gens disent souvent c'était mieux avant. Moi, je pense que nos jeunes, en fait, ils sont bourrés de talent. Ils font beaucoup de choses. Ils sont au fait de pas mal de choses que nous, en fait, au même âge. Et je pense qu'il faut quelquefois un peu leur donner un petit coup de main et les cadrer un petit peu, les encadrer un petit peu. Pour qu'ils puissent avancer, quoi. Mais moi, je suis pas de ceux qui disent c'était mieux avant, quoi. Et je trouve que faut vivre avec son temps. On va conclure avec une autre citation de ton livre qui m'a marquée et puis qui te représente bien, je pense, aujourd'hui. J'ai toujours assumé mes choix de gamine, d'adolescente et d'adulte, et je n'ai aucun regret, ni aigreur ou amertume. Aujourd'hui, tu es donc en paix avec toi-même ? Ouais. Je suis en paix avec moi, je suis fière de ce que j'ai fait ce que j'ai pu. Et je vais dire, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Teddy nous disait sur ce fauteuil qu'il serait à Los Angeles. Toi, tu nous dis qu'en travaillant, tu peux y arriver. Alors, est-ce que Marie-Jo fera LA 2028 ? Alors, non. Non, parce que moi, je pense que j'ai fait le tour de cela. Hein. Et je crois que les jeunes, c'est ce que je viens de dire. Je trouve que les jeunes, en fait, ils font très bien les choses. Et le fait de voir Teddy qui a 37 ans, je crois. Il a 35, je crois, cette année. 35, d'accord. Donc il aura presque 40, en fait. Mais en fait, on a vu beaucoup En fait, aujourd'hui, on voit beaucoup de sportifs qui ont la quarantaine et qui sont en pleine forme. En fait, il faut prendre soin de son outil, qui est le corps, avant tout. Et je pense qu'on a tellement avancé, en fait, sur ces problématiques-là que
on voit que les sportifs, en fait, ils sont performants même après 40 ans. Non, je suis confiante et puis, moi, j'ai trop envie d'aller voir Teddy à Los Angeles, quoi. Bah oui, Hein? On espère que tu seras encore pour kiffer. Surtout Los Angeles qui représente aussi beaucoup pour toi. Ah, mais moi, c'est sûr que j'y serai. Merci beaucoup Marie-Jo. Plaisir. Colmini